Quand je cherche une vidéo, souvent, ça peut me prendre entre 5 minutes ou 1 heure. Ça fait quoi de voir autant de gens mourir? Sur le coup, quand je le vois, c'est juste une victime comme une autre. J'ai toujours eu une fascination pour tout ce qui est vidéos dérangeantes sur Internet. Par ça, je parle de vidéos morbides, de vidéos sanglantes, ce qu'on pourrait communément appeler du gore. Mais j'ai jamais eu envie ou le courage peut-être de pousser ma curiosité puis d'aller les chercher moi-même puis les regarder moi-même, ces vidéos-là, qu'elles soient fictives ou réelles. Mais bon, moi, ma job, c'est d'observer puis d'analyser tout ce qui se passe sur le web. Fait que je le sais qu'il y a des gens puis même des communautés de personnes qui regardent et qui recherchent ce genre de contenu-là. Et on sait d'ailleurs aussi que c'est hyper accessible maintenant sur TikTok, sur X, un peu partout sur les réseaux sociaux. On en trouve et il y a des gens, des jeunes qui peuvent y être exposés sans trop le savoir. Donc, je m'en vais rencontrer 3 personnes qui ont regardé ou qui regardent toujours du contenu gore sur Internet. J'ai commencé à m'intéresser à ces sujets un petit peu dark, là, je dirais tout le temps. Je me rappelle avoir vu Pink Floyd The Wall, le film, quand j'avais 6 ans, là, quand c'est sorti. Puis quand les jeunes tombent dans la machine à viande avec les masques, what the fuck? Horreur, gore, c'est comme morbide, des choses comme ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée. Puis aussi, en même temps, peu à peu, j'ai commencé à avoir aussi une fascination pour tout ce qui était les tueurs en série. Dès que ça rentre dans le psychologique ou le psyché, de voir quelqu'un qui a un clivage ou qui ne pense pas pareil, ça m'attire puis ça me fascine. Les premiers souvenirs que j'ai, en fait, là, de contenu spécifique gore que j'ai écouté, c'était vraiment à partir du 11 septembre 2001. J'étais même à ce moment-là, dans les débuts d'Internet, j'étais déjà dans les réseaux de piratage ou d'aller chercher des films, aller chercher des jeux vidéo. Puis parce que ces outils de recherche-là étaient plus de niche, bien souvent il y avait des liens. Puis là, la curiosité morbide qui m'a attiré, j'ai fait « Oh, ça pourrait être intéressant », puis j'allais voir à partir de là. Cette espèce de curiosité-là envers les affaires bizarres, ça me date depuis tout le temps. Puis tout ça, comme un petit peu cumulé, on a créé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Douteux.org, qui avait pour but d'archiver et diffuser un petit peu des créations culturelles différentes, divergentes. Dans l'ensemble, c'est vraiment une quête de la variété puis de la curiosité qu'on a peut-être juste incurvé vers check, il y a en masse d'affaires, choc, gentil, t'as pas besoin d'aller dans le choc visqueux avec des chatons qui se font écraser, là, on n'a pas besoin de ça. Quand j'étais jeune, nous, on n'avait pas le droit de louer des films d'horreur, mais on avait des fois des grands frères, mettons, puis qui tapaient, des cassettes, puis je me rappelle qu'il y avait les Face of Death, c'est des clips là, de séries, mettons un vrai accident de train ou une personne qui se suicidait live aux nouvelles. Ça a pris quelques années avant qu'on puisse, qu'on réussisse à mettre la main dessus, je dirais, on avait comme 13 ans peut-être. On savait que ce contenu-là existait. Je suis pas très ouvert par rapport à ce média-là que je consomme avec ma famille, parce que je sais que c'est tabou. Je sais que c'est pas socialement acceptable, puis je sais qu'il y a un côté un peu pervers de vouloir regarder ça. J'ai l'impression que cette facette-là de moi, pas que ça changerait leur jugement de ma personne, mais ça la teinterait. En tant qu'espèce d'archéologue du net, j'ai rapidement appris que ça existait, mais j'ai jamais été comme vraiment attiré par ça. J'ai plus été attiré par collectionner ces affaires-là pour dire qu'on les a. C'était pas pour en voir du nouveau, j'avais pas cette rush-là, c'était pour essayer de voir s'il y avait une limite de ça dans le web de l'époque. Vous n'avez pas besoin d'être un hacker pour accéder à ce matériel-là. Exemple, si je cherche sur Google un incident ou quelque chose, je vais tomber à 80% sur des sites de gros titres. Facebook, même l'Internet en général, là, des débuts jusqu'à 2000,
2012, 2013, 2014. Je pense que c'était pas mal le Far West. Puis là, je remonte à l'époque où on downloadait des clips sur E-Mule, sur Napster, puis ces affaires-là. Tu savais vraiment pas sur quoi t'étais pour tomber. Là. Des fois, tu downloadais un film d'Harry Potter, puis finalement, c'était 2 heures de porn. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais downloadé un film sur Napster à l'époque, puis finalement, ça a été la chose la pire que j'ai vue de ma vie. Puis là, je me suis dit, what the fuck? Là, j'ai comme pogné ma limite. Là, j'ai fait, OK, non, c'est plus ma job de collectionner ces affaires-là. Là, j'ai trouvé ma limite avec ça. Y a-t-il des images qui sont restées avec toi, que tu y penses encore? C'est justement dans le vidéo que Magnotta a fait quand il a assassiné un jeune homme asiatique. Comment juste avec une caméra, un écran, si tu veux, entre les deux, ça dépersonnalise. J'avais pas l'impression, c'était difficile d'imaginer que c'était vraiment un être humain qui était en train de se faire découper. Tu étais avec les personnes, tu ressentirais ou tu aurais comme toute l'horreur ou l'absurde de la situation, mais de le voir à travers une lentille, je te dirais que c'est ce côté-là un peu froid qui m'a fait sentir bizarre. Il y a 2 vidéos qui me viennent en tête, en fait, que je suis pas capable de m'enlever de l'esprit, que j'ai écouté dans les dernières années, qui me mentent, littéralement, parce que je suis pas capable d'enlever ces images-là de ma tête, puis même j'en parle là, puis je les ai encore. Le premier, c'est une vidéo d'un cartel sud-américain qui écorche vivant quelqu'un et qui le démembre. L'autre vidéo, c'est un accident d'auto. Il y a un camion qui passe à sens inverse, il y a une brique qui lâche, traverse le pare-brise et qui défonce la personne à côté du chauffeur. C'est une caméra qui filme juste en avant, donc on entend uniquement le cri et l'accident. Le cri de la personne, l'espèce de cri de désespoir de la personne, je l'entends encore. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas vu cette vidéo-là. Moi, je suis pas mal certain qu'il y a une faction bien précise de gens qui aiment bien gros ça, provoquer du shock factor. S'ils sachent qu'ils ont fait chier quelqu'un puis qu'ils ont créé du malaise à quelque part, ils vont avoir eu l'impression d'avoir gagné Internet pour la journée, puis ça va faire une discussion avec leurs autres chums dans leur chambre à écho sur Telegram ou sur une affaire un petit peu moins watchée, on va dire. La majorité des gens qui font ces vidéos-là volontairement et qui vont publier ces vidéos-là, j'ai l'impression que ces gens-là, justement, ont un agenda, ont une politique, ont un message à passer. Quand il y a un message de propagande derrière, il y a une volonté. Un peu comme les autres tueurs en série, que je lisais les profils puis tout ça, ben j'ai comme essayé de collecter puis de regarder l'ensemble de qu'est-ce qu'il avait fait, qui était, blablabla, pour essayer de comprendre, un peu. Comment je peux dire, je trouvais ça pathétique parce que il avait pas été maltraité, il faisait pas comme une dissociation, il l'a fait pour le fun, pour la célébrité. J'étais dégoûtée par Magnotta. Les vidéos gore puis ces affaires-là qu'on trouve en ligne ont un impact sur les gens, beaucoup parce que l'humain, à quelque part, est empathique, parce qu'on réalise que ces affaires-là se peuvent. C'est probablement aussi le meilleur miroir de l'humanité, puis veut pas, il y a ces affaires-là weird, il y a ces affaires-là plus trash qui font partie de ce que l'humanité va avoir laissé derrière elle. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a fini le tournage, mais il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis. C'est le fait que j'ai parlé à une trentaine, quarantaine de personnes qui, eux, en consomment encore du contenu gore, mais ils veulent juste pas être filmés. Ils ont honte et surtout, la majorité m'ont dit qu'ils allaient pas super bien. Puis dans la première partie de mon dossier, j'ai appris que quand on consomme du contenu ultra-violent, on peut démontrer des symptômes du trouble de stress post-traumatique, comme des idées intrusives et des flashbacks. C'est quand même gros, c'est quand même intense, et c'est vraiment une question qui est très peu étudiée. Et moi, quand je vois à quel point les gens souffrent en silence, des gens qui écoutent ça, parfois qui sont pas capables d'arrêter d'écouter ça, je me dis que peut-être que ça vaudrait la peine qu'on s'attarde un petit peu plus sur cette question-là. Si vous voulez en apprendre plus sur l'univers du gore, je vous invite à consulter le reste du dossier sur le site d'Urbania. C'est une démarche qui aura été beaucoup plus personnelle que ce que je croyais que ça serait au début. Donc, je vous encourage vraiment à aller lire le reste du dossier.